Donc, je me permettais de vous joindre la référence du livre qui m'a un peu servi de guide pour interroger cette présence de l'action et de la performance donc dans la pratique, je dirais, actuelle, puisque c'est une réaction donc aux manifestations des 2 premières guerres mondiales et d'Hiroshima et Nagasaki, je vous le disais. Donc, il s'agit de l'auteur Laurence Bertrand d'Orléac, que j'ai déjà cité, avec un ouvrage, L'ordre sauvage, violence, dépenses et sacré dans l'art des années 1950-1960. Donc, je vous avais présenté cette attitude tout à fait étonnante de la part de l'artiste et surtout de la part, pour un public qui ne comprend pas exactement la position, l'intention de Kazuo Shiraga, qui a volontairement un besoin de se positionner lui-même avec son propre corps dans l'exercice artistique, qui va donc de cette manière-là mettre en œuvre pour la première fois l'action et la performance. Et Kazuo Shiraga fait partie d'un regroupement d'artistes, mouvement d'avant-garde, que je crois vous avoir cité, qui s'appelle Gutai, G-U-T-A-I, qui est une possibilité véritablement de déployer une nouvelle forme de créativité en ramenant l'art à un degré zéro, comme si on réamorçait une nouvelle manière de mettre en œuvre l'art en donnant au corps un rôle extrêmement important, en usant du geste pour traduire, pour entrer en communication, si vous voulez, avec le public, mais en sachant que c'est donc une pratique qui est très éphémère, puisque en l'occurrence ici, la performance s'est inscrite dans une durée d'une vingtaine de minutes. Donc, voilà, je vous reprécise une petite évocation de Laurence Bertrand d'Orléac, qui dit que dans le monde d'après 1945, les artistes japonais sont les premiers à sortir de l'abattement et du sentiment de déréalité qui a suivi le conflit dans une brutalité inouïe. L'approche de cette période traduit notre impuissance à saisir l'inflation, donc le développement des signes de violence dans l'art des années 1950-60, un peu partout dans le monde industriel, au moment même où l'on voudrait s'attacher à l'érosion des souvenirs de guerre, aux reconstructions, à la fois retrouvées dans le progrès et dans la société de consommation naissante, dit-elle. Ce qu'elle précise après me semble aussi extrêmement intéressant. La mémoire malheureuse de l'Occident accompagne ces nouvelles peurs. Donc la guerre froide, les guerres coloniales, la guerre des sexes, les dérèglements écologiques, la machinisation, la déshumanisation, l'ennui. Cette part est l'envers du décor historique planté maladroitement par les expositions ou récits héroïques qui font triompher depuis un certain temps, en tout cas les années pop, en évitant de poser la question de ce qu'elle... J'ai à chaque fois une petite barre qui se met devant mes petites lignes. Voilà, de ce qu'elle recouvre mal de leur nylon rose, précise donc Laurence Bertrand d'Orléac dans l'introduction de son ouvrage. Donc, c'est-à-dire que la manière dont le pop art s'est déployé, avec cette évocation d'une société de rêve qui s'offrait vraiment dans une forme de consommation, de développement du progrès tout à fait nouvelle, et peut-être cette manifestation que l'Occident découvre sur le sol américain, pour Laurence Bertrand d'Orléac, vient cacher une autre réalité. Et cette autre réalité, à caractère historique, va se manifester davantage à travers justement l'action et la performance. Déjà, dit-elle, Marcel Duchamp, en 1960, avait annoncé que face à face avec un monde qui était fondé sur un matérialisme brutal, où tout s'évalue en fonction du bien-être matériel, là où la religion, disait-il, a perdu beaucoup de terrain, plus que jamais, l'artiste a une mission importante à remplir. Et je vous avais, je crois, cité cette attitude de Kazuo Shiraga, donc membre du groupe Gutai, qui pour la première fois, en 1955, lors d'une exposition à Tokyo, avait complètement modifié la manière d'utiliser
le geste même de la peinture, son support, sa matière, en s'étant mis en scène, vous le voyez suspendu à une corde et avec les pieds, comme s'il dansait, comme s'il était au sein même d'un rituel, il va permettre à cette matière pigmentaire de venir progressivement couvrir la surface de façon à être totalement dans ce temps même du faire de la peinture, ce qui est très différent. Je vous reglisse cette image que nous avons citée de Klein dans les anthropométries, donc ce qui est très différent de cette forme, je dirais, peut-être très, très élégante de diriger le corps de cette femme dont enduit de bleu viendra se poser sur le papier pour déposer cette fameuse trace, cette anthropométrie. Je veux dire, on voit très bien que l'engagement de l'artiste n'est pas le même. Donc, le japonais, véritablement, a besoin de renouveler totalement, expérimenter d'une toute autre manière l'usage de la peinture dans une forme de corps à corps avec la couleur, puisque c'est donc de sa tête jusqu'aux pieds qu'il interagit avec son matériau. Donc, si vous voulez, ce groupe Gutai vient se positionner après Dada, d'un point de vue chronologique, dans le développement de l'histoire de l'art. Il est un peu avant le déploiement des nouveaux réalistes. Viendront également Fluxus, un groupe dont nous parlerons, avec des propositions qui sont également celles du développement de l'action, mais plutôt là, donc sur le sol allemand. Voilà, en 1956, l'année suivante, Kazuo Shiraga poursuit cette manifestation qui engage tout son corps dans le lien à la peinture. Et j'ai trouvé un auteur qui décrit ce que vit Shiraga, comment ça se passe pour lui, donc peinture réalisée avec les pieds. Je vous lis. Voilà l'état d'esprit dans lequel il va vivre ce moment particulier. Après quelques minutes de réflexion, face à un petit autel, après avoir déposé séparément différentes couleurs à l'huile sur la toile blanche posée sur le sol, le peintre japonais Shiraga, pieds nus, accroché à une corde suspendue au plafond, commence, sur la matière huileuse, une danse aux mouvements rapides, rythmés et précis. La toile ressemble déjà à un champ de bataille et très vite, conséquence de cette activité agitée qui fait alterner pause et brusque décision, surgissent de l'abondante matière visqueuse de larges traits, des sillons entremêlés, des croisements vertigineux aux densités et interférences contradictoires. La matière conserve la trace de cette technique inédite et son territoire labouré nous montre les coups de griffe d'une gestuelle à la fois féroce et sèche. Des zones de la toile restent nues à d'autres endroits, perdurent les restes d'une première action, sorte de violence aveugle qui est censée conjurer la crainte face au blanc immaculé. Tout cela est le fruit d'un travail qui est réalisé dans l'éclair d'un instant et qui vient confronter à la perfection des trajectoires. C'est une réalité inexistante, il y a encore quelques instants, qui petit à petit va se dévoiler sur la surface en devenant peinture. Donc, Kazuo Shiraga peut accélérer cet enchaînement. Donc, à la fois, il construit, mais il déstructure aussi par cette attitude assez vive, voire violente, des manifestations du corps dans la matière. C'est une façon de faire au sein du groupe Gutai, mais il y a aussi une autre démarche qui était vraiment reconnue comme un moment très, très novateur, particulier dans l'expression artistique. C'est celle de Murakami Saburo, que vous voyez à droite, qui lui va également utiliser le corps complet, mais en s'élançant pour traverser une série de châssis. Donc vous avez les cadres de bois au nombre de 7 qui sont recouverts de papier craft, nous dit-on saupoudré d'or. Et Murakami Saburo va s'élancer et déchirer en traversant, mais vous voyez, il a le poing levé, qui est vraiment un signe important, je dirais, de victoire. Donc là aussi, il dépasse la conception, je dirais, traditionnelle de la peinture
et son action vient déchirer. Donc il y a une démarche destructrice, assimilée vraiment à un geste que l'on peut considérer comme néo-dada et qui traduit le caractère extrêmement expérimental des artistes de Goutai. Donc les Américains, comme Alan Capro, comme Cunningham, vont vraiment reconnaître ces deux manifestations comme étant significatives de la présence de l'action et de la performance dans le champ de l'art depuis donc 1955-56. Donc c'est eux qui sont à l'initiative de ce type d'engagement du corps comme outil et gestuel d'expression. Alors, 10 ans après, donc l'initiation se fait en 55 à Tokyo, 10 ans après, on découvre certains artistes qui vont procéder à une démarche qui va aussi engager le corps de l'artiste, qui va aussi se traduire par une dimension d'action, où le corps deviendra vraiment le matériau humain, mais cette fois à Vienne, donc en Autriche. Et il y a plusieurs personnes qui vont s'illustrer avec des attitudes voilà, qui vont aussi donner une dimension peut-être de brutalité, de violence par rapport à ce qui est fait au niveau du corps et qui les ramène à une proposition probablement plus archaïque, plus primitive. En voici un premier, donc actionniste viennois, comme on les appelle, donc Goutai du côté du Japon, actionniste viennois ici en Autriche. Rudolf Schwarzgogler, on est en 65, avec une action numéro 4, donc en chiffres romains. Vous avez deux moments, vous avez deux prises de vue de cette action. Je vous raconte un peu comment il a mis les choses en œuvre. Où de nouveau, Laurence Bertrand d'Orléac fait un peu un lien, vous voyez, avec cette présence uniquement de cette tête qui apparaît au niveau d'un tissu blanc. Elle dit c'est vraiment une relation qui s'établit, qui rappelle la décollation chrétienne. Il y a des scènes dans la peinture où on voit par exemple la tête de Jean-Baptiste qui est amenée sur le plateau. Donc c'est un peu cette même idée, cette résurgence, si vous voulez, d'un thème très ancien, évidemment qui va se traduire non pas par une représentation, mais qui va créer une forme de figuration. Alors vous avez cette tête, donc le corps n'apparaît que par la tête, qui est placée, elle dit, comme un objet sur un autel, mais cette tête est reliée à une autre tête qui est emballée. Vous voyez, il y a une sorte de papier qui recouvre avec l'usage d'une ficelle. Toutes les deux, ces têtes sont réunies par une sorte de fil électrique et entre les deux, il y a une sorte de boîte d'allumettes qui est proposée comme conducteur de cette électricité entre les deux têtes. Alors, au fur et à mesure donc de l'action, les éléments vont s'intensifier puisque à un moment donné, vous voyez en bas, la tête est légèrement inclinée. Il y a eu des manifestations sanguinolentes au niveau de l'œil d'abord, puis au niveau de la tempe, et la bouche se retrouve avec un tampon à l'intérieur, un tampon de gaz à l'intérieur. Et donc progressivement, il y a une manifestation, si vous voulez, à travers les photos qui témoignent d'une sorte de brutalité qui est faite directement sur la personne elle-même, qui nous renvoie à des sensations qui sont peut-être un peu proches de ce qui apparaîtrait dans le monde médical ou peut-être liées à des maltraitances par la présence donc des bandages, des liens, de l'évocation de cette incapacité à s'exprimer. Et ce qui est très particulier, c'est que la démarche de Schwarzgogler n'a jamais été réalisée devant public. Il ne fait pas partie, il n'est pas un des actionnistes les plus connus au départ, mais il y a eu un événement particulier, c'est que
à la Documenta numéro 5 à Cassel, en 1972, ont été présentées des images, 6 photographies relatives donc à ces actions, et ça a sollicité énormément de réactions. Je vous cite, en 72, or vous voyez, Schwarzgogler décède en 69, il met fin à ses jours, en fait il se jette par la fenêtre de son appartement. Et c'est plutôt les médias qui vont s'emparer de la présence de ces photos, et c'est comme ça que progressivement, Schwarzgogler va rentrer dans l'histoire de l'art et va constituer un moment de référence pour les actionnistes viennois. Donc c'est très différent de ce qui se passe au Japon, puisqu'on n'a pas de présence du public. En fait, il a mis en scène la réalité de cette tête subissant au fur et à mesure des altercations, des interventions plus ou moins fortes, violentes sur le visage, pour alimenter notre imaginaire, comme s'il se passait ces éléments réellement dans le cours de la vie. Et nous n'avons de ces actions qui se sont accomplies, soit que des photographies ou que des transcriptions filmées. Donc, on est passé de la dimension réelle de l'action et de la performance aux traces de l'action et de la performance. Donc, on est passé, si vous voulez, à la dimension, à nouveau, d'une représentation. Ça veut dire que les actionnistes viennois vont très vite se rendre compte de l'importance de la photographie pour valoriser, donner une dimension supplémentaire à leurs actions. Et c'est par les photos que le public découvrira la démarche de Schwarzgogler. Alors, leur attitude aux Autrichiens va être peut-être beaucoup plus bousculante que celle des Japonais, parce qu'ils se sentent assez proches de l'Allemagne, assez proches, je dirais, d'une forme d'interaction par rapport à la présence nazie. Et donc, ces avant-gardes qu'ils constituent sont assez radicales et très primitives, presque néo-primitives. Donc, les manifestations chez eux vont toucher le corps, mais le corps dans une interaction blessante et parfois mutilante. Alors, Laurence Bertrand d'Orléac nous explique l'intervention des actionnistes viennois, tels Otto Mühl, qui appelle Vienne à la purification d'un monde, adopte la forme de la performance, préférant donc le corps humain, le sang, les cadavres d'animaux, la nourriture, les excréments, les cris, les mauvaises odeurs et le sexe. Ce sont des actes métaphoriques ou réels de mutilation, de sacrifice, de castration, entendus comme une protestation contre l'histoire. Une sorte de grand cri de délivrance de la part de jeunes artistes qui se levaient contre une société perçue comme insupportable, contre le contexte provincial étriqué et post-fasciste de l'Autriche de la fin des années 50 et 60. Et donc voilà, je vous mets 2 images, Otto Mühl dont elle parle et Hermann Nitsch. Donc, à Vienne même, ce courant des actionnistes donc viennois va se regrouper à partir de 1966 autour d'Otto Mühl, du poète Oskar Wiener, qui en même temps avait la volonté de fonder un parti politique révolutionnaire, nous dit-on, à l'usage des artistes, le SOC, qui rallie un public élargi dans des actions collectives qui vont, elles aussi, ces actions, être directement valorisées donc par les médias. Mais avant que ce groupe ne soit constitué, en 1962, il y avait eu une possibilité de rassemblement pendant 3 jours dans l'atelier de Mühl, accompagné notamment de Frohner et de Nitsch, dont vous voyez le visage qui est là. Alors je dois vous raconter, parce qu'il n'y a pas de trace de ces 3 jours
de rassemblement, d'intervention dans l'atelier de Otto Muhl. De nouveau, Laurence Bertrand d'Orléac nous raconte: avant l'action, Nietzsche, donc Hermann Nietzsche, avait distribué un tract en prévenant le public qu'il s'agissait de la mise en scène de pulsions élémentaires, de corps maltraités, de sang, de nourriture, de cadavres d'animal, d'odeurs, de violence et de sacrifice. Je vais me mettre en état d'excitation physique et psychique par des actions et pénétrer jusqu'à l'expérience de l'excès originaire. Je répands, j'asperge, je souille l'espace avec du sang et je me roule dans les flaques de couleur. Je m'étends tout habillé sur un lit. On remplira et versera sous le drap boyaux, pis de vache lacérés, cheveux, eau chaude, sérum, etc. Je serai lavé de toutes les sécrétions avec de l'eau tiède et du coton. J'approche un agneau mort au plafond de la cave, le laisse se balancer à travers la pièce et frappe la tête de l'animal avec un crochet. Je mâche des roses thé plongées dans de l'eau sucrée et crache la douce chair des roses. Je frappe, piétine, gifle, lapide, fouette, mord, répands le corps, les ventres, palpe les entrailles mouillées. Et je donne mon corps à répandre publiquement. Une demi-heure, nous dit-elle, environ après le début de l'événement, les forces de l'ordre ont investi l'atelier, ont fait évacuer, elle précise, les 300 personnes, donc avaient répondu à l'invitation, selon ce que la police a estimé. Et les deux artistes principaux, donc Muhl et Nietzsche, que vous avez devant vous, seront condamnés à 14 jours de prison ferme. On nous dit pour trouble de l'ordre public, contravention à la loi sur les déchets, mise en péril des bonnes mœurs, surtout pour le fait que c'était les enfants qui avaient distribué les tracts d'invitation, contravention à la loi sur la presse, en l'absence du nom d'imprimeur, etc. Donc, cette manifestation de 62 a généré une intervention de l'ordre pour pouvoir remettre les choses dans une situation acceptable. Donc, ça vous montre ces manifestations assez intenses de la part des actionnistes viennois. Leur travail n'a de portée que parce qu'il est soutenu par un public, que parce qu'il est valorisé par les médias, mais en même temps, ça va profondément secouer les spectateurs qui ne ressortent pas évidemment indemnes de ce type de manifestation. Voilà une proposition mise en œuvre par Hermann Nietzsche, qu'il intitule Action, donc chiffre 12 en romain, de 1965, dont nous avons une photo. Donc probablement arrivez-vous à voir, il s'agit d'une partie du corps qui est positionnée, donc placée sur une paroi, comme si c'était une forme d'extension, si vous voulez, de la peinture. Vous voyez que ce corps reçoit juste une bande de tissu au niveau du bas-ventre et qu'il y a une couleur, une surface colorée qui est répandue, venant s'écouler, si vous voulez, pour couvrir une partie du sexe de Nietzsche. En même temps, vous avez la présence d'une flèche. Cette flèche vient indiquer un cercle qui est donc tracé sur le torse. Vous voyez un cercle qui, avec un petit sparadrap à l'intérieur, nous donne en même temps l'évocation, peut-être au premier degré, d'un signe interdit, mais en même temps, ça vient précisément localiser cette référence au Christ qui recevra un coup de lance au moment de sa crucifixion. Donc là, il y a une relation très claire à cet épisode religieux, ce qui veut dire, avec ce type de proposition, qu'on comprend que chez les actionnistes viennois, il y ait une volonté de retourner une pratique d'une action néo-primitive, relevant, si vous voulez, de rites, notamment des rites chrétiens. Donc, Nietzsche avait voulu dépasser la référence à la peinture, et notamment la peinture expressionniste qu'il avait découverte
dans l'après-guerre, en déployant une forme de théâtralisation extrêmement violente, créant presque une forme d'œuvre d'art totale, comme c'était déjà un peu le cas dans l'atelier de Muel en 62. Et il y a une relation qui se fait entre l'artiste et quelque part son rôle un peu salvateur, comme s'il rejoignait la dimension, la fonction christique. On découvrira qu'un artiste comme Joseph Beuys, appartenant au groupe Fluxus, donc allemand, lui, s'inscrira également dans cette volonté d'essayer par la pratique artistique de s'engager pour venir changer le monde, voire sauver certaines valeurs du monde. Donc il s'agit du salut du monde qui est questionné par la mise en action de l'artiste lui-même. Vous voyez, si on prend des équivalents existants dans l'histoire de la peinture, l'histoire de l'art, on peut citer Andrea Mantegna, qui réalise à la fin du XVe siècle cette extraordinaire représentation du Christ mort, cet effet de raccourci tout à fait étonnant, qui met à la hauteur du regard du spectateur les marques qui ont abouti à la mise à mort du Christ. Donc, vous voyez les plaies qui sont au niveau des pieds, là où le clou a été planté quand le Christ était en croix, au niveau des mains, laissant découvrir sur la partie gauche de l'image la présence de Jean et de Marie-Madeleine, donc qui ont participé et descendu le corps du Christ. Et on voit le petit flacon de Marie-Madeleine à droite, pour nous qui regardons l'image du coussin sur lequel la tête du Christ est posée. Donc ce petit flacon à onguent dans lequel elle a parfumé le corps. Donc là, vous avez dans l'image religieuse des effets extrêmement forts qui devaient faire réagir évidemment le regardeur, donc le fidèle. Si vous voulez, cette intention de violence est reprise par les actionnistes, mais est directement manifestée sur leur propre corps, et plus dans le cas d'une représentation d'un corps qui est celui du Christ. Vous avez par exemple aussi dans la prédelle, donc c'est la partie horizontale qui apparaît sous les tableaux, les panneaux principaux d'un polyptyque. Donc ici Hans Holbein, qui dans cette prédelle choisit par cette forme oblongue d'y insérer le corps de nouveau descendu de la croix du Christ et de mettre à hauteur du regard cette chair où peut-être vous pouvez voir au niveau de la main et au niveau du côté, justement cette coloration bleutée qui ne va que pouvoir solliciter la réaction du public par rapport à la gravité de l'événement. Donc, on peut se poser la question de savoir où l'effet est-il le plus fort? Comment se présente-t-il? Pourquoi les actionnistes ont-ils tellement heurté leurs contemporains? Dans quelle mesure est-ce que la peinture heurte aussi? Ou peut-être fait-elle partie déjà de références que nous avons et qui suscitent peut-être moins de réactions de notre part? Pourtant, la notion de la violence, si vous voulez, de l'horreur, est similaire dans le cas de ces images peintes anciennes, donc contemporains de la Renaissance, par rapport aux interactions des années 60 des actionnistes. Je vous lis encore voilà une petite réflexion de l'historien de l'art français Daniel Arras qui dit « Peu d'images sont aussi frappantes que le Christ mort dans son tombeau d'Holbein. De loin, la précision pathétique de la ligne de contour, relevée presque comme dans une anatomie de surface, impose la présence tragique de la mort. Mais quand on s'approche du panneau, la peinture, sa picturalité, impose à leur tour le sentiment d'une vie continuée. Au côté droit, la plaie s'ouvre vers une insondable obscurité, mais sur les rebords même de cette plaie, le bleu marque la continuité d'une transformation organique toujours vivant, si la mort venait juste de toucher le corps. Quand on prend recul, l'image de la mort surgit à nouveau dans toute son efficacité pathétique et spirituelle. Mais le temps où l'on s'est approché de la peinture, où on l'a détaillée, on a perdu l'image de la mort pour être fasciné par le spectacle d'une vie continuée sous la peau de ce corps défunt. Donc création, fascination de cette image qui met en rapport la mort et la vie. C'est un peu le même cas, là, si on s'approche d'une proposition beaucoup plus proche de nous, par le photographe américain Andrés Serrano, qui dans une série d'images consacrées à la morgue,
Donc, se rendant dans les lieux et photographiant directement le corps qui vient de se voir abandonné par la vie. Et j'ai pris l'exemple ici du pied avec cette plaie. Donc, on peut continuer le propos de Daniel Arras. Donc, le pied semble encore habité par la présence de la vie, même si on se rend compte de la manifestation extrêmement violente qui peut se manifester par cette plaie béante qui apparaît donc par le cadrage, par la présence de la surface claire sur laquelle le pied se manifeste. Donc, je veux dire, l'expression de la violence, l'interaction sur le corps, que ça soit lié à des événements, des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours, comment cela fait-il effet, comment cela devient-il image dans les propositions choisies par les artistes, donc les peintres anciennement, un photographe ici qui est notre contemporain, ou justement l'attitude des actionnistes viennois. Donc, voilà pour la manifestation aujourd'hui. Je poursuivrai la fois prochaine. Je vais juste interrompre l'enregistrement.